Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette toute dernière édition de la rédaction. Au sommaire de l'actualité. Inauguration de l'Observatoire du genre sous l'égide donc de la ministre de la Femme et de la Famille. Et accord de partage du pouvoir entre les dirigeants Salva Kiir et Riek Machar. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Avant de développer ces titres, le président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, a quitté aujourd'hui le pays après avoir participé à l'inauguration de la Djibouti International Free Trade Zone. Le président somalien a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa. Et après un court entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti, le président somalien a quitté donc le pays. L'ambassadeur de Djibouti accrédité en Somalie, Aden Hassan Aden, a également salué le chef de l'État somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. Je vous dis en titre, le ministère de la Femme et de la Famille a procédé ce matin à l'inauguration de l'Observatoire du genre situé au Iran. La cérémonie d'inauguration de cet observatoire donc, du genre s'est déroulée en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, du ministre de la Justice, Moumine Ahmed Cher, du commissaire chargé au plan, Amal Ali-Siri, de la représentante du PNUD à Djibouti, Barbara Manzi, des parlementaires féminines, de la directrice de l'Observatoire du genre ainsi que le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Delal, et plusieurs invités. Ensuite, un protocole d'accord a été paraphé entre la ministre de la Femme et de la Famille et le DIZ que le commissaire chargé au plan représentait. Écoutez d'ailleurs, il a souligné l'importance que revêt cette ouverture du genre. Le suivi et évaluation des politiques du genre. Et la DIZ est naturellement donc disposée à appuyer avec son expertise ces jeunes observatoires qui sera très utile pour le suivi et évaluation, les efforts accomplis dans le secteur du genre, toutes les études réalisées. Et dans le futur, Inch'Allah, l'Observatoire lui-même réalisera des enquêtes et des études avec l'appui de la DIZ. Et donc c'est un outil qui manquait à cette institution pour, n'est-ce pas, optimiser tous les efforts et le travail qui sera donc abattu aussi au niveau de ces ministères. Le ministre de la Justice, Moumine Ahmed Cher, a dans son intervention félicité la ministre de la Femme et de la Famille ainsi que l'ensemble du ministère pour cette initiative. Voici ses propos. Madame la ministre et l'ensemble du ministère de la Femme et de la Famille, parce que depuis 1999, je crois que l'évolution, les chiffres ont montré qu'il y a une évolution vraiment positive. Le ministère de la Justice est là où il y a le plus de cadres au féminin et elles n'ont rien à envier aux hommes. Je crois qu'elles sont même plus travailleuses et plus dynamiques que leurs collègues masculins. Et la deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est qu'en mois de septembre, parce qu'il y a un sérieux problème dans ce pays qui déchire les familles, à la rentrée en septembre, on compte faire un atelier sur le divorce et étudier un peu la problématique du divorce. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a expliqué les objectifs de cet observatoire du genre, suivant ses explications. En effet, la création de cette structure, c'est une volonté du chef de l'État. Dès son investiture à la magistrature suprême, il a mis dans l'agenda politique, au cœur de l'agenda politique, la thématique, je ne veux pas parler de problématique, mais je veux parler plutôt de thématique genre, en créant une direction, un ministère délégué, un ministère plein, et en validant et adoptant plusieurs lois et plusieurs politiques et stratégies pour promouvoir le genre. Effectivement, comme la coordinatrice du système des Nations Unies l'a dit, le genre, c'est pas simplement femme, c'est femme et homme.
Cette structure va venir compléter l'espace manquant dans notre administration et dans notre système administratif. Nous avons la DISET, nous avons un ministère, nous avons des directions, mais il nous manquait un organe de contrôle, de veille et d'analyse et de recommandation par rapport à tout ce qui se fait en matière de genre en République de Djibouti. Donc cet organe a été créé par une loi qui a été la loi organisant le ministère qui a été modifiée en 2017. C'est une volonté du chef de l'État. La directrice du genre l'a dit, le commissaire au plan l'a dit, ça s'inscrit dans une continuité de tout ce que le gouvernement de Djibouti a fait jusqu'à présent. Pour pouvoir réussir dans l'objectif et les missions de cette structure qui est l'Observatoire du genre, nous aurons besoin de toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales. Également dans l'actualité, une importante réunion s'est tenue aujourd'hui au ministère de la décentralisation en présence du ministre de la décentralisation, Mohamed Ramis, de la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Wali Ousmane, et les présidents des communes de Djibouti entourés de leur bureau exécutif. La réunion organisée à l'initiative du ministre avait pour but de se concerter sur les meilleurs moyens d'assurer la propreté de la capitale. Le ministre de la décentralisation a mis l'accent sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les communes et les grands quartiers de la capitale pour venir à bout des déchets ménagers et des déchets flottants qui défigurent et polluent notre capitale. Et en fin de séance, le ministre a exhorté le conseil de Djibouti-Ville à établir un planning de travail avec un calendrier et un suivi pour que la propriété de notre capitale soit une préoccupation quotidienne. Le ministère de l'Enseignement supérieur et la société Air Djibouti ont organisé ce matin à l'hôtel Kepensky une cérémonie de remise de certificats aux 13 candidats djiboutiens qui ont réussi un concours d'entrée à l'école de pilotage au Kenya. Après avoir réussi ce test, donc les 13 candidats djiboutiens, dont 3 filles, vont suivre une formation pratique de 2 ans à l'école de pilotage de Nairobi, la capitale kenyane. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Ahmed, en présence du directeur de Air Djibouti et de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine Elmi Beh. Plusieurs autres officiels ont aussi participé à cette cérémonie, ainsi que les parents des candidats. Eh bien, ces derniers ont passé des tests de logique, de culture générale, mais aussi d'autres tests techniques pour la réussite de ce concours de pilotage. Ils s'envoleront bientôt au Kenya afin de bénéficier d'une formation à l'école Fly School afin d'obtenir des licences professionnelles et qualifications permettant d'exercer ce métier. Ils seront également affectés à la nouvelle compagnie Air Djibouti qui commence à desservir dans toutes les régions. Air Djibouti ne ménage pas ses efforts, comme tout opérateur aérien, pour former ses équipes. Parallèlement à la formation des pilotes, viendra la formation des ingénieurs de maintenance des avions. En effet, nous avons comme objectif de mettre en place, au sein de l'aéroport de Djibouti, un service de line maintenance. Le cabin crew qui sont présents ont commencé la formation et vont prochainement rejoindre le Kenya pour le volet pratique. Toutes ces formations s'inscrivent dans une politique de développement de notre compagnie aérienne. Chers élèves pilotes, jeunes hommes et jeunes femmes, les ambitions et opportunités de notre compagnie nationale sont nombreuses. Nous vous attendons de pied ferme à votre retour de formation pour porter haut et loin le couleur d'Air Djibouti. Écoutons cette fois un extrait du discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je voudrais tout d'abord vous dire, mesdames et messieurs, combien je suis heureux aujourd'hui de voir qu'on arrive chaque jour à Djibouti, on concrétise non seulement nos rêves, mais on arrive également à atteindre nos ambitions.
qu'on ait une compagnie aérienne, c'est bien. Que nos avions soient pilotés par des Djiboutiens, c'est encore mieux. Et nous sommes aujourd'hui en train de concrétiser ces rêves. Je suis également très heureux de constater que parmi les sélectionnés, les étudiants sélectionnés de l'université de Djibouti, figurent également de jeunes filles. Parce qu'on veut démontrer au monde entier que non seulement notre université a atteint la parité en termes de filles et garçons, mais que ces filles ces femmes qui sortent de l'université de Djibouti, sont également impliquées de plein pied dans le développement du pays. Nous sommes toujours inscrits, au niveau de l'enseignement supérieur, de travailler dans l'excellence. Aujourd'hui, notre faculté d'ingénieurs, comme l'a cité le président de l'université, le directeur d'Air Djibouti, est en train de former, d'accompagner le pays dans toutes ses ambitions en matière de génie civil, mais également en matière de transport. Nous allons bientôt créer un centre d'excellence africain qui va former tous les excellents ingénieurs, non seulement de Djibouti, mais également de la région, dans la logistique et transport, et bien sûr, le transport aérien est inclus. Je voudrais souhaiter à ces jeunes gens, tout d'abord, qu'ils soient les ambassadeurs de leur pays, en travaillant bien, en revenant bien formés et responsables, parce que piloter un avion, c'est une très grande responsabilité. Je vous souhaite à tous bon vent et je souhaite un grand succès à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, l'ONARS, l'Office national d'assistance des réfugiés et sinistrés, a abrité hier en son sein la 3e réunion du comité de travail élargi du CRFF qui correspond au cadre d'action globale pour les réfugiés. Alors qu'est-ce que le CRFF? Eh bien, il constitue une nouvelle approche pour la recherche globale des solutions aux problèmes des réfugiés et des migrants dans le monde. Cette réunion était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Selaj Omar Abdelghadej, avec la présence du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Dalal, des représentants des différents ministères concernés par ce mécanisme de facilitation, ainsi que les représentants des donateurs et des ONG internationaux. La réunion s'est clôturée par la présentation d'une vidéo de projection d'un projet de déchets solides pour la fabrication de briques et de construction des abris durables présenté par, en collaboration par le NRC avec l'ONG UNOPS. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, en étroite collaboration avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, a clôturé jeudi à l'hôtel Acacia une formation des formateurs du réseau de la foi. Cet atelier s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Ahmed, et de la directrice adjointe du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, Amina Abdelghadej, et du chef de la chef de service, programme et projet du ministère des Biens Warf, toujours Zainab Moussa Dawalé, et l'expert international Saïd Zenari, ainsi que le président du réseau national, Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali. Objectif: s'engager à abandonner les MGF dans leur foyer et mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives de sensibilisation communautaire dans les centres de développement communautaire et les mosquées à travers les médias, sensibiliser la communauté djiboutienne pour l'abondance de cette habitude. Écoutons la directrice adjointe du bureau du Fonds des Nations Unies. Pour l'abandon des MGF, mais elle va également travailler en tant que personne ressource pour ramener des preuves que les préceptes de la religion, de l'islam, ne préconisent pas les mutilations génitales. Et rappelons que ce réseau est une organisation non gouvernementale créée en novembre 2016. Elle est active dans le domaine de la lutte contre les MGF à Djibouti, sous la tutelle du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, membre du réseau régional qui comprend 6 pays, l'Égypte, le Soudan, le Yémen, la Somalie et Kurdistan irakien, ainsi que notre pays, la République du Djibouti. Le secrétaire général du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Ahmed Sultan, nous fait le point sur l'importance de cette formation. Écoutez. D'assister à la cérémonie de clôture de cet atelier qui regroupe le corps religieux dans le cadre des activités de la deuxième phase du programme conjoint UNFPA-UNICEF de lutte pour l'accélération de l'abandon de toute forme d'extinction. Le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture, avec l'appui du FINIAP, qui a organisé cet événement. L'objectif de cette formation consiste à développer un cadre de suivi et d'évaluation pour les activités du réseau national
organiser la formation des formateurs pour les membres du réseau national sur le CHEMI4, établir un protocole d'entente avec la Commission nationale des droits de l'homme, réaliser enfin une analyse approfondie sur les croyances liées au MGF. Et je vous emmène au Sénégal, où l'association des étudiants djiboutiens résidant à Dakar et l'ensemble de la communauté djiboutienne ont célébré le 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Eh bien, la cérémonie a été organisée par l'association des étudiants résidant au Sénégal, une fête qui fut totale notamment à travers l'animation musicale et les spectacles de danse folklorique, ainsi que des chants patriotiques, des danses traditionnelles, des groupes folkloriques donc arabes, somalis et afars. Dans son discours, le jeune président de l'association des étudiants résidant au Sénégal, Aboubakar Hussein Ahmed, a rendu un grand hommage aux martyrs de l'indépendance. Il a honoré le courage, la dignité et la mémoire de tous les héros de l'indépendance qui méritent une reconnaissance infinie et éternelle. Djiboutiens, mes chers compatriotes, son Premier ministre, M. Ahmed Dini, c'était le 26 juin, devant la foule des Djiboutiens de toutes conditions, réunis pour proclamer l'indépendance de notre cher pays. Il disait: je proclame solennellement l'indépendance de la République des Djibouti. L'association des Djiboutiens de Provence, créée en 1948, la plus vieille association dans le sud de la France, présidée depuis 2015 par Omar Jama Mohamed, capitaine de navire, a organisé à Marseille, samedi, une grande soirée pour la commémoration du 41e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Cette soirée a été, comme chaque année, l'occasion de rassembler tous les compatriotes, de fêter et de célébrer l'unité autour du drapeau djiboutien. Plus de 300 personnes venues de Paris, de Londres, de la Belgique, de Suisse et dans plusieurs autres villes de France ont participé à cette soirée. Cette année encore, des invités de prestige nous ont fait l'honneur d'être présents parmi eux. Parmi donc ont participé l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaadi Yahya, son premier conseiller, Moulad Hussein Mouachi, Samia Khalis, sénatrice des Bouches du Rhône et deux de ses conseillers. Eh bien, l'ambassadeur et le président de l'association ont tenu à remercier chaleureusement et respectueusement le chef de l'État Ismaël Maguélé, ainsi que la première dame, Mme Khadra Mohamed Hed. Les invités et les compatriotes ont admiré les danses traditionnelles locales, donc regardez l'ambiance. Djibouti hanno lato, Cheikh Djibouti hanno lato, Ismaël Omar hanno lato, Khadra Mahmoud Hel hanno lato. Je vous le disais en titre, le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud, jeunes pays enfoncés dans une guerre civile depuis 2013, ont accepté hier en Ouganda un accord de partage du pouvoir qui doit voir le chef rebelle Riek Machar retrouver son poste de vice-président. Et Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. Et comme vous le dites Asma, cet accord survient alors que les Nations Unies avaient donné au parti au conflit, le président Riek Machar et son rival
général et ancien vice-président, jusqu'à la fin du mois de juin, donc pour parvenir à un accord politique viable sous peine de sanctions. Salva Kiir et Riek Machar ont convenu le 27 juin d'un cessez-le-feu permanent, un accord qui relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre. Et l'Italie et la Libye renouent avec le passé. Et oui, Asma, à Tripoli, le chef de la diplomatie transalpine et son homologue libyen se sont mis d'accord pour réactiver le traité d'amitié signé en 2008 par Silvio Berlusconi et Muammar Kadhafi. Le traité d'amitié de 2008, suspendu en 2011 après la révolte fatale au colonel Kadhafi, prévoit 5 milliards de dollars d'investissement italien en compensation de la période coloniale. De son côté, Tripoli s'engage à limiter l'immigration clandestine depuis ses côtes et donne à Rome la possibilité de refouler les migrants entrés illégalement sur son territoire. Et à l'étranger, toujours, les violences ont été telles qu'elles ont contraint le gouvernement haïtien à faire marche arrière. Oui, Asma, ces violences ont été donc, il y a des jours, durant des manifestations ont investi les rues de la capitale, au Port-au-Prince, des centaines donc de personnes dressant des barricades, pillant des commerces et incendiant des voitures de violence qui ont fait au moins 3 morts. Ils protestaient contre la hausse massive des prix de carburant annoncée par les autorités sous la pression du FMI, une hausse allant de 38% pour l'essence à 51% selon le kérosène. Elle a finalement été suspendue par le gouvernement pour tenter de ramener le calme, mais une partie des manifestants réclame désormais la démission du président, lequel a appelé les contestataires à rentrer chez eux. Et le président américain Donald Trump nommera demain un juge vraisemblablement très conservateur à la Cour suprême des États-Unis, une décision lourde de conséquences pour l'évolution de la société américaine. Et oui, Asma, soucieux donc d'offrir le maximum de résonance à une annonce qui avait particulièrement contenté sa base électorale, Donald Trump a décidé donc de nommer, a prévu donc de présenter le élu depuis la Maison Blanche. Le président américain a affiné cette semaine sa liste de candidats soigneusement sélectionnés par la Fédéraliste Socialiste, une organisation conservatrice. Cette nomination découle du départ à la retraite inattendue du juge Kennedy, l'un des 9 sages à la Cour suprême. 3 magistrats semblaient donc tenir la corde dimanche. Un ancien conseiller de George W. Bush, une juge connue et un autre juge connu pour ses valeurs conservatrices, traditionnelles et religieuses. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur CCTV.